L'anime débute dans une ville en proie aux flammes, sa destruction causée par des créatures monstrueuses et grotesques. Les rues sont plongées dans le chaos, et les habitants, terrifiés, tentent désespérément de survivre au milieu de la dévastation. Une silhouette monstrueuse se délecte de la peur et du désespoir qu'elle a semé. Elle proclame son désir de couper tous les liens et relations dans le monde, annonçant ainsi son objectif ultime. À ce moment-là, une équipe ressemblant aux Power Rangers arrive pour affronter le monstre, déterminé à arrêter cette destruction. Leur leader, Red, appelle leurs robots spécialisés pour renforcer leurs capacités. L'équipe fusionne avec leurs alliés robotiques, formant le Maximum Power Ranger, armé de l'épée du pouvoir. Ils se préparent pour une attaque décisive, mais le monstre contre-attaque avec de puissants rayons d'énergie bleue que l'équipe évite de justesse. Bien qu'ils parviennent à frapper le monstre, ce dernier riposte violemment, arrachant un bras du Maximum Ranger et affaiblissant considérablement leur force. Conscient de la gravité de la situation, l'équipe décide que Red doit affronter seul le monstre. Malgré les avertissements de ses coéquipiers, Red avance courageusement. Le monstre se moque de sa bravoure, mais Red réplique en affirmant que les liens et les espoirs du monde sont sa source de force. Leur affrontement final est intense, Red subissant de graves blessures. Contre toute attente, il porte un coup décisif, tuant le monstre et détruisant sa base. Épuisé et grièvement blessé, il confie l'avenir à ses camarades, semblant se sacrifier dans le processus. Dans ces derniers instants, Red exprime son désir de rester un peu plus longtemps avec ses amis. Contre toute attente, il se réveille dans un monde ancien et étrange. Désorienté, il réalise qu'il a survécu. Observant cet environnement inconnu, il murmure, incrédule, en se demandant où il se trouve et pourquoi il a été épargné. Pendant ce temps, dans une autre partie de ce monde, un être mécanique appelé Golem attaque un groupe d'aventuriers. Ces derniers luttent pour se défendre, observés par une jeune fille nommée Hydra. Déçu par leur échec, Hydra ordonne à Golem de s'arrêter et critique sévèrement les aventuriers. L'un d'eux, prétendant avoir des origines nobles, proteste, mais Hydra ignore ses revendications et ordonne à Golem de les expulser, ce qu'il fait sans hésitation. Après leur départ, Hydra contemple un portrait de son père et réfléchit à l'idée d'invoquer un aventurier. Son assistante l'interrompt, expliquant que cela est impossible, car un aventurier d'un autre monde est déjà arrivé. Ce dernier, en seulement 6 mois, a acquis une reconnaissance extraordinaire et redéfini les attentes. La scène se déplace vers une silhouette encapuchonnée approchant la zone, révélée être Red. Il remarque Golem en train d'expulser les aventuriers et engage immédiatement le combat. L'affrontement intense fait s'écraser Golem dans la résidence d'Hydra. Red avertit Hydra et son assistante de fuir, expliquant que Golem est dangereux et qu'il a une histoire d'enlèvement. Hydra, cependant, rejette son avertissement, révélant que Golem est son serviteur utilisé pour des tests. Surpris par cette révélation, Red reste concentré sur la destruction de l'entité mécanique. Pendant le combat, Hydra est stupéfaite par l'agilité et les compétences de Red. Son assistante lui murmure que cet aventurier est celui qu'ils attendaient. Retirant sa cape, Red déclare « Alors, vous avez déjà commencé à me tester ». Hydra rétorque « Non, c'est toi qui as lancé cela ». Tandis que Red se prépare à se transformer, Hydra l'observe, stupéfaite par ses paroles et actions. Après sa transformation, son choc grandit lorsqu'il n'émet aucun signe d'énergie magique. En examinant son équipement et ses vêtements, Hydra remarque l'absence de propriétés magiques et décide de l'observer calmement pour percer ce mystère. Red libère alors une attaque flamboyante qui détruit Golem en un seul coup dévastateur. Hydra reste figée, incapable de comprendre ce qu'elle vient de voir. Revenu à son état normal, Red demande s'il a réussi le test. Encore sous le choc, Hydra confirme. Ravi, Red se présente, et Hydra fait de même, en présentant également son serviteur, Poséidon. Plus tard, dans le bureau d'Hydra, Red révèle qu'il vient d'un autre monde, une révélation qui stupéfie tous les présents. Hydra, cependant, trouve l'affirmation plausible, notant que ses capacités surpassent tout ce que leur monde pourrait produire. Elle ajoute que ses manières et son comportement sont également inhabituels, ce qui soutient davantage son origine. Hydra établit ensuite un parallèle avec une ancienne légende concernant un héros venu d'un autre monde qui avait jadis scellé le roi démon, laissant Red stupéfait par cette comparaison. Puis, Hydra critique ouvertement le style vestimentaire de Red, affirmant que son goût est mauvais et que tout est en rouge, cela n'est pas plaisant. Pris au dépourvu, Red explique que dans son monde, ce style était très apprécié, surtout par les enfants, et que le rouge était une couleur très populaire. Hydra rejette son explication avec désinvolture, l'incitant à se concentrer sur le travail à venir. Hydra confie à Red sa première mission, collecter du métal de mana. Curieux à propos de cette matière, Red montre de l'intérêt et demande des détails supplémentaires. L'assistant d'Hydra lui explique que le métal de mana est une substance récemment découverte, créée lorsque le mana magique qui circule à travers la Terre jaillit sous forme d'explosion avant de se solidifier en cristaux. Hydra précise qu'elle a besoin que Red rassemble ces cristaux pour ses recherches. Elle souligne également que, si les cristaux s'avéraient utiles pour la magie, ils pourraient être inestimables. En revanche, s'ils étaient dangereux, la famille royale devait être informée.
L'étude du métal de mana, ajoute-t-elle, fait partie de l'héritage de sa famille et représente une responsabilité cruciale. Red, ravi par la mission, affirme avec enthousiasme qu'Hydra protège le lien entre la magie et l'humanité. Hydra acquiesce d'un hochement de tête, encouragé par son observation. Red, motivé, saute immédiatement par la fenêtre et se transforme. Stupéfaite par son action impulsive, Hydra finit par accepter de le suivre, bien qu'encore désorientée par son approche peu conventionnelle. En invoquant un véhicule propulsé par turbine, Red se prépare pour le voyage. Observant avec incrédulité, Hydra affirme que ses excentricités le rendent encore plus étrange que le métal de mana lui-même. Ignorant ces remarques, Red attrape Hydra et s'envole vers l'emplacement des cristaux. Déconcerté, Hydra insiste pour avoir des explications sur ses actions soudaines. Le duo arrive rapidement à destination. Red, rayonnant d'excitation, affirme qu'ils sont arrivés vite, vu qu'ils n'ont pas rencontré de monstres. Hydra, exaspéré, corrige son affirmation en précisant qu'ils ont affronté 3 monstres volants et qu'il a foncé dans chacun d'eux. Impassible face à ces critiques, Red continue avec enthousiasme, prêt à explorer le donjon. Hydra, s'arrêtant un instant, murmure pour elle-même que tout ce que Red fait épuise son énergie mentale et physique. Malgré tout, elle le suit à l'intérieur du donjon. Dans le site, Hydra affronte un seul monstre et le vainc avec ses sorts magiques, tandis que Red utilise ses capacités de Power Ranger pour éliminer un grand groupe de monstres avec diverses techniques. Cette performance laisse Hydra perplexe, constatant qu'il élimine un grand nombre de monstres alors qu'elle peine à en gérer un seul. Elle décide néanmoins de ne pas se plaindre, car ses efforts jouent en sa faveur. Red exécute une attaque finale avec son arme unique, annihilant tous les monstres dans une explosion. Hydra observe avec frustration, remarquant que son arme étrange détruit les monstres de manière à rendre les ressources qu'il laisse inutilisables. Une fois le combat terminé, Red affirme que ces monstres étaient incroyablement faibles, comparables aux fantassins d'un groupe appelé les coupeurs de liens. Cette remarque pousse Hydra à réfléchir sur la contradiction apparente de ses propos concernant les monstres et les coupeurs de liens. Red précise que ce groupe est dirigé par une entité qui cherche à priver les gens de leurs relations et de leurs connexions pour les contrôler. Il ajoute qu'il s'est levé pour leur faire face avec le soutien de ses amis, formant une équipe appelée les Kizuna Five. Hydra exprime son incompréhension face à ces explications. Red continue en expliquant que tout cela s'est passé 6 mois avant son arrivée dans ce monde. Il exprime l'espoir que ses amis soient en sécurité. En entendant cela, Hydra conclut que Red, malgré son attachement à ses amis, semble avoir trouvé une mission importante dans ce monde. Red admet qu'il a essayé de nombreuses fois de revenir, mais toutes ses tentatives ont échoué. Il affirme également que plus il reste dans ce monde et en voit les problèmes, plus il réalise combien de personnes ont besoin d'aide, tout comme dans son propre monde. Il termine en déclarant qu'il doit y avoir une raison à son arrivée ici et qu'il ne tentera pas de revenir tant qu'il ne l'aura pas découverte. Red annonça qu'il continuerait à aider les gens dans ce monde, convaincu qu'il finirait par trouver un moyen de rentrer chez lui. Hydra, un brin critique, lui reprocha de prendre les choses à la légère, mais il la coupa en lui demandant de partager son rêve. Surprise par cette inversion des rôles, Hydra admit ne pas s'y être attendu. Plein d'enthousiasme, Red suggéra qu'ils discutent de leurs ambitions et de leurs rêves tout en progressant dans leur aventure. Au fil de leur marche, Hydra dévoila son objectif, restaurer le statut originel de sa famille en tant que sceptre royal. Intrigué, Red demanda ce que cela signifiait. Hydra expliqua que le sceptre royal était un titre conféré à une famille magique par la royauté, les chargeant de superviser les études magiques pour le bien du royaume. Pendant des générations, sa famille, les Arvoln, avait honoré ce rôle avec fierté, apportant joie et prospérité au peuple. Cependant, elle évoqua un événement tragique survenu 10 ans auparavant. Son père, leader de leur famille, avait perdu une bataille pour conserver ce titre, ce qui entraîna leur exil. Le sceptre royal actuel, expliqua-t-elle, utilisait la magie pour s'enrichir en soutenant chevaliers et nobles à des fins personnelles. Hydra jura de tout faire pour récupérer ce titre et l'utiliser à nouveau pour aider le peuple. Elle conclut avec passion, « C'est mon rêve ». Touché par ces paroles, Red resta sans voix. Percevant sa réaction, Hydra ajouta, « C'est un rêve enfantin. Tu peux te moquer si tu veux, ça m'est égal. » Mais au lieu de se moquer, Red lui saisit la main et déclara avec enthousiasme, « Je suis tombé amoureux de ton rêve. Aider les gens et leur apporter du bonheur grâce à la magie est le meilleur rêve qui soit. » Libérant sa main, il poursuivit, « Continuons notre mission. » Soudain, un crâne tomba devant Hydra, la faisant sursauter, tandis qu'elle remarquait d'autres restes squelettiques d'aventuriers ayant échoué à cet endroit. Red, indifférent, s'exclama en découvrant une grande quantité de métal de mana. Choqué, Hydra expliqua qu'une telle concentration de métal ne pouvait être naturelle et semblait avoir été délibérément rassemblée. Alors que Red tentait d'en collecter, un gigantesque dragon apparut, prêt à tuer. Red intervint rapidement pour sauver Hydra, mais fut blessé dans le processus. Red demanda quel genre de créature ils affrontaient. Hydra expliqua qu'il s'agissait d'un dragon magique ancien, réputé pour habiter ces ruines. Red déduisit que ce dragon avait rassemblé le métal et éliminé les aventuriers qui s'en approchaient. Malgré ses blessures, il se prépara à combattre.
Hydra tenta de l'arrêter, arguant qu'il risquait sa vie inutilement. Mais Red insista, c'est ma responsabilité. Je suis tombé amoureux de ton rêve, un rêve qui apportera tant de bonheur. Protéger ton rêve est maintenant mon devoir. Ému et embarrassé, Hydra ne put répondre. Red se transforma et affronta le dragon, mais se heurta à ses puissantes attaques. Il révéla qu'il avait une arme secrète, mais qu'elle nécessitait un lien fort d'amitié pour s'activer. Red demanda à Hydra de l'aider. Hésitante, elle finit par accepter, disant « Si cela nous permet de survivre, je ferai tout ce que je peux ». Avec son accord, Red invoqua son arme secrète, le Kizuna Mecha, un robot puissant. Ensemble, ils combattirent le dragon, mais Red réalisa que leur lien ne suffisait pas à maintenir le pouvoir du mecha. Alors que la situation devenait critique, il saisit la main d'Hydra et lui dit « Crois en notre lien d'amitié. Cela nous aidera à forger notre avenir ». Ces mots déclenchèrent l'attaque ultime du mecha, annihilant le dragon en un coup. Le lendemain, Red retourna à la guilde pour une nouvelle mission. À sa grande surprise, Hydra annonça qu'elle devenait aventurière. Devant les regards stupéfaits, elle expliqua qu'elle souhaitait étudier de près les pouvoirs de Red pour créer une invention révolutionnaire capable de l'aider à rentrer chez lui, tout en l'aidant à récupérer le sceptre royal. Ému par sa détermination, Red déclara qu'il sentait qu'il était venu dans ce monde pour rencontrer Hydra. Ces paroles la laissèrent rouge de confusion, mais elles marquèrent le début de leur nouvelle aventure commune. Alors que Red amorçait sa transformation, Hydra l'observa avec attention, analysant chaque détail. Elle constata qu'il ne présentait aucune différence physique notable avec les habitants de son monde, sauf une anomalie frappante, il était dépourvu de mana et pouvait se transformer sans utiliser de magie. Intriguée par ce mystère, elle sortit une seringue et annonça qu'elle souhaitait prélever un échantillon de sang pour mesurer ses niveaux de mana. Red réagit de manière inattendue en reculant, visiblement effrayé, passant de guerrier intrépide à patient réticent. Hydra, étonné, haussa un sourcil en soulignant le contraste avec la bravoure qu'il avait montrée au combat. Red tenta de s'expliquer nerveusement, affirmant que cette situation était totalement différente. Les membres de la guilde, témoins de la scène, peinaient à contenir leur rire, amusés de voir cet aventurier redoutable déstabilisé par une simple seringue. Avant qu'Hydra ne puisse insister, un employé de la guilde s'approcha pour lui remettre un badge de statistique, un appareil symbolisant son nouveau statut d'aventurière et conçu pour afficher ses capacités. En appuyant sur le bouton du badge, un écran lumineux projeta ses statistiques, laissant Hydra et Red stupéfaits par le niveau de détail affiché. L'employé de la guilde expliqua qu'en tant que membre de la prestigieuse famille Arvoln, Hydra possédait naturellement une intelligence exceptionnelle et une grande maîtrise de la magie. Red, enthousiaste, la félicita chaleureusement en exprimant sa conviction qu'elle deviendrait le prochain sceptre royal. Il loua ses capacités magiques, qu'il qualifia d'extraordinaires. Gêné par ses éloges, Hydra balaya ses compliments d'un geste en affirmant qu'il exagérait. Curieuse des statistiques de Red, elle décida de les consulter elle-même, persuadée qu'elles éclaireraient ses pouvoirs. Lorsque les données s'affichèrent, l'expression d'Hydra passa à la stupéfaction. Elle révélait une puissance et des traits uniques hors du commun. Red était décrit comme passionné, ambitieux et profondément lié aux autres. Ses capacités incluaient la transformation grâce au lien board, la découpe de l'acier avec facilité, et des coups de poing atteignant une intensité de 60 000 degrés Celsius, capable de pulvériser des ennemis en un seul coup. L'ampleur de ses aptitudes laissa Hydra sans voix. Red, inquiet, voulut savoir ce qui n'allait pas. Hydra répondit que les données étaient totalement incompréhensibles, bien au-delà de ses attentes. Avant qu'il ne puisse réagir, deux aventuriers entrèrent brusquement dans la guilde. Ils s'étaient déjà confrontés au golem d'Hydra, et leur colère était dirigée contre elle. Ils exigeaient son expulsion de la guilde, mais Hydra, ne les reconnaissant même pas, répondit d'un ton désinvolte qu'elle ne pouvait se souvenir de tous les aventuriers qu'elle avait rejetés, tant ils étaient nombreux. Les aventuriers, vexés, l'accusèrent d'arrogance et de prétention. Ils se tournèrent vers Red, l'avertissant de se méfier d'elle, avant de faire mine de partir. Red intervint pour défendre Hydra, reconnaissant son caractère brusque et dur, mais insistant sur le fait qu'elle était fondamentalement bienveillante et sincèrement soucieuse d'aider les autres. L'un des aventuriers, sceptique, ricana et affirma que Hydra n'était que la fille du lâche magicien Audi et qu'elle ne serait jamais une véritable aventurière. Cette insulte heurta profondément Hydra, la laissant momentanément sans voix. Red, furieux, répliqua en exigeant des explications sur cette insulte envers son père. L'aventurier confirma sans hésiter, se moquant de la défaite et de la retraite humiliante de Audi après la perte de son poste de sceptre royal. Hydra tremblait, envahie par un tourbillon d'émotions mêlant choc, colère et douleur. Elle se remémora les paroles empreintes de sagesse de son père, même en perdant leur statut de sceptre royal, leur devoir de guider et d'aider les gens demeurait inchangé. Le souvenir renforça la détermination d'Hydra tandis que les aventuriers riaient avec moquerie. Sa colère éclata soudainement, et elle s'écria avec une voix tranchante et autoritaire qu'ils devaient retirer leurs paroles sur son père. Elle affirma qu'il ne savait rien de lui, ses mots empreints de fureur glaçant les aventuriers et les faisant vaciller. Hydra continua avec plus d'intensité,
reprochant aux aventuriers leur échec face à un golem faible et leur rappelant qu'ils n'étaient que des aventuriers de 3e catégorie. Ces paroles cinglantes déclenchèrent la colère des deux hommes, qui dégainèrent leurs armes. Avant que la situation ne dégénère, Red proposa une solution inattendue, régler le conflit par une mission. Cette suggestion surprit tout le monde. Il expliqua qu'un monstre puissant était apparu dans un donjon et proposa que le premier à le vaincre serait déclaré vainqueur. Hydra précisa les conditions, si elle et Red gagnaient, les aventuriers devraient présenter leurs excuses pour leurs remarques sur son père et promettre de ne plus jamais en parler en mal. Elle ajouta qu'en cas de défaite, elle accepterait de faire tout ce qu'il voudrait. Les aventuriers, confiants dans leur expérience dans le donjon, acceptèrent sans hésitation, convaincus de leur avantage. Hydra remarqua leur assurance et en conclut qu'ils devaient bien connaître cet endroit. Une fois dans le donjon, les deux équipes se séparèrent. Les aventuriers évitèrent les chemins les plus dangereux, tandis que Red, en se transformant, libéra une vague d'énergie si intense qu'elle provoqua une petite explosion, attirant l'attention des monstres environnants. Rapidement, les deux groupes furent encerclés, et une bataille féroce s'engagea. Les aventuriers, initialement confiants, luttèrent bientôt pour leur survie face à la horde de créatures. Red, grâce à ses capacités uniques, élimina les monstres avec aisance. Lorsque la situation devint critique, Hydra demanda à Red d'utiliser son arme magique pour conclure rapidement le combat. Red invoqua son Kizuna, mais sa taille massive le bloqua dans les passages étroits du donjon. Frustré, il abandonna l'arme et poursuivit le combat à pied. Hydra le rassura en notant que de nombreux monstres avaient déjà été écrasés sous le poids du Kizuna lors de son invocation. La bataille fit rage, et les aventuriers furent submergés. Sur le point d'être vaincus, ils furent sauvés par Hydra, qui utilisa sa magie pour éliminer les créatures menaçant leur vie. Abasourdis, ils lui demandèrent pourquoi elle les avait aidés malgré leurs insultes. Hydra, tiraillée, répondit qu'elle ne pouvait abandonner quelqu'un qu'elle était en mesure de sauver, en hommage aux enseignements de son père. Elle rappela que son père croyait inébranlablement au devoir de guider et d'aider les autres, quelles que soient les circonstances. Fixant les aventuriers avec détermination, elle affirma qu'elle ne les laisserait pas mourir tant qu'ils ne se seraient pas excusés pour leurs paroles irrespectueuses. Déterminée, Hydra reprit le combat, indifférente aux provocations. L'un des aventuriers murmura qu'elle n'était pas si gentille que ça. Red, amusé, rétorqua qu'elle était plus belle qu'elle n'était gentille, ce qui fit rougir Hydra. Agacé, un aventurier s'écria qu'il devait arrêter de flirter en pleine bataille. Soudain, un immense monstre étrange fit son apparition, répétant sans cesse le mot trésor tout en transportant un coffre sur son dos. Il devint évident que la créature était la cible de la mission. Ni les aventuriers ni Hydra n'avaient jamais vu un tel monstre auparavant, et même les monstres environnants s'enfuirent, terrifiés par son apparition. Red avertit Hydra, soulignant que la créature émettait une aura puissante, comparable à celle d'un général. Mais les aventuriers se moquèrent, accusant Red et Hydra de peur, et rappelèrent que vaincre ce monstre leur garantirait la victoire. En attaquant, ils furent rapidement surpassés, le monstre brisa leurs armes d'un seul coup et faillit les tuer avant que Red n'intervienne pour les sauver. Red fut impressionné par la robustesse du monstre, qui lui rappela une créature similaire qu'il avait affrontée dans son passé. Il se remémora une bataille où son ami Blue, presque vaincu, avait trouvé la force de continuer grâce à sa confiance en lui. Revenant au présent, Red fut interrompu par Hydra, qui l'exhorta à trouver un moyen de surmonter la résistance de la créature. Red se souvint alors de sa deuxième arme secrète, le Victory Kizuna. Sans tarder, il sort un gadget et invoque le Victory Kizuna. Red expliqua que pour que le Victory Kizuna fonctionne pleinement, il devait synchroniser son cœur avec ses alliés. Il demanda l'aide des aventuriers, et à sa surprise, ils acceptèrent. Bien que leur première tentative échoua à cause d'un manque de coordination, Red persévéra, se rappelant un conflit passé entre ses anciens coéquipiers, Yellow et Blue, qui avaient perturbé leur synchronisation dans une bataille cruciale. La situation actuelle fit écho à ce souvenir. Affaibli, Red fut mis à terre par un coup puissant du monstre. Hydra tenta de le protéger, mais la créature se tourna vers elle, prête à frapper. Les aventuriers, reconnaissant pour l'aide passée d'Hydra, intervinrent pour la sauver, avouant à contre-cœur qu'ils avaient besoin de Red pour triompher. Pendant qu'Hydra soignait Red, elle réalisa qu'elle avait sous-estimé les aventuriers et commença à les voir différemment. Malgré leur bravoure, ils furent vaincus par le monstre, qui se tourna à nouveau vers Hydra. Mais Red reprit conscience à temps et la sauva avec une attaque puissante. Avec une détermination renouvelée, Red appela les aventuriers, qui réussirent cette fois à coordonner leurs efforts. Ensemble, ils activèrent le Victory Kizuna et déclenchèrent une frappe combinée dévastatrice, mettant enfin fin au combat. À leur grande stupéfaction, la créature vaincue se transforma en un vieil homme. Intrigué, le groupe ramena l'homme à la guilde pour des réponses. Hydra remarqua une marque étrange sur son front, qui éveilla sa curiosité. La mission fut déclarée réussie, et les deux équipes se séparèrent. Hydra remercia Red pour avoir changé sa vision des autres, mais avant d'aller plus loin, elle lui demanda un échantillon de sang pour ses recherches. Red refusa et s'enfuit, laissant Hydra frustrée. Pendant ce temps,
le vieil homme s'échappa de la guilde et erra dans la ville, où il commença à se retransformer en monstre. Deux nouveaux aventuriers, apparemment à sa recherche, apparurent. Après sa transformation complète, l'un des aventuriers tua le monstre avec aisance et en retira un fragment de son crâne. Ils déclarèrent alors qu'il faudrait de nombreuses personnes puissantes pour sauver le monde, annonçant une menace bien plus grande à venir. Le lendemain, Hydra retourna à son manoir, visiblement épuisé. Poséidon l'accueillit chaleureusement, mais Red annonça avec désinvolture qu'il emménagerait. Poséidon se tourna rapidement vers Hydra pour obtenir une explication. Hydra, cachant difficilement sa frustration, expliqua que Red avait fait faillite après avoir échoué à plusieurs reprises dans ses missions. Ces transformations provoquaient souvent d'énormes explosions, détruisant les ressources qu'il était censé collecter et les rendant inutilisables. Pour faciliter ses recherches, Hydra décida qu'il valait mieux que Red vive au manoir, ce qui lui permettrait d'étudier de plus près ses pouvoirs d'un autre monde. Poséidon, toujours méfiant, exprima ses inquiétudes en rappelant qu'il s'agissait d'un homme. Amusé, Hydra lui fit remarquer sur un ton taquin qu'il était lui aussi un homme. Poséidon, visiblement offensé, répondit qu'il servait la famille depuis qu'Hydra avait 3 ans et qu'il se considérait plutôt comme un grand-père. Cependant, son inquiétude à l'idée qu'un jeune homme vive si près d'Hydra persistait. Hydra tenta de le rassurer, mais avant qu'elle ne puisse terminer, Poséidon avait déjà quitté la pièce. Quelques instants plus tard, Poséidon retrouva Red dans une autre partie du manoir et déclara qu'il y avait une condition impérative à remplir pour qu'il puisse y vivre. Red, désireux de montrer sa gratitude, accepta immédiatement. À sa grande horreur, Poséidon sortit une paire de ciseaux et exigea qu'il le laisse couper ses affaires. Paniqué, Red hurla tandis que Poséidon le poursuivait dans la pièce, ciseaux en main, déterminé à imposer son étrange décret. Leur affrontement chaotique fut interrompu par le son de la sonnette. Une jeune femme, accompagnée d'un homme au regard sévère, entra dans le manoir. La femme, observant la scène avec amusement, déclara qu'ils avaient l'air bien agités. Elle se présenta sous le nom de Teltina, princesse, et Logimiste, héros. Logi, d'un ton agressif, annonça que quiconque approcherait la princesse perdrait la tête. Teltina, imperturbable, le réprimanda en lui rappelant qu'ils étaient invités et qu'ils devaient se montrer plus aimables pour être admirés comme un véritable héros. Logi, indifférent, rétorqua qu'il ne se souciait de personne d'autre et que seule la princesse comptait pour lui. Après les présentations, la princesse Teltina expliqua qu'elle avait besoin de l'expertise d'Hydra pour analyser un objet mystérieux. Red reconnut immédiatement l'objet et fit remarquer qu'il ressemblait au fragment qu'ils avaient vu incrusté dans la tête du vieil homme. Teltina, surprise, leur demanda ce qu'ils savaient à ce sujet. Hydra expliqua qu'ils avaient rencontré le vieil homme lors d'une mission, l'avaient vaincu et l'avaient emmené à la guilde avant qu'il ne disparaisse mystérieusement. Teltina les rassura en disant que le vieil homme allait bien et exprima sa surprise en apprenant que c'était eux qui l'avaient vaincu. Elle reconnut spécifiquement le rôle de Red dans la victoire, ce qui poussa ce dernier à raconter avec enthousiasme comment il avait utilisé son attaque ultime pour terrasser le vieil homme. Avant qu'il ne s'étende trop, Hydra l'interrompit brusquement, rappelant qu'il n'avait pas le temps pour une longue explication. Impressionnée par l'héritage familial d'Hydra, la princesse Teltina déclara qu'elle était convaincue qu'il serait capable de percer les mystères des graines de mana. Intriguée, Hydra demanda plus d'informations. Teltina expliqua que les fragments, appelés graines de mana, pouvaient accorder à leurs hôtes des pouvoirs magiques immenses, amplifiant leurs capacités pour accomplir leurs désirs les plus profonds, qu'ils soient nobles ou malveillants. Ce phénomène était connu sous le nom de sort privilégié. Red, curieux, voulut comprendre en quoi cela différait des sorts magiques qu'Hydra maîtrisait. Teltina expliqua que le sort privilégié était un pouvoir distinct, capable de façonner directement la réalité en exaucant les désirs de l'utilisateur. Elle donna des exemples, une personne désirant une richesse immense pourrait transformer tout en or, tandis qu'une autre souhaitant protéger quelque chose pourrait créer des murs impénétrables. Hydra trouva cela d'abord attrayant, mais la princesse révéla rapidement une sombre réalité. Une fois fusionnées avec un hôte, les graines de mana prenaient progressivement le contrôle de son corps, le transformant en un monstre incontrôlable et extrêmement puissant. Hydra, alarmée, demanda pourquoi la famille royale n'avait pas interdit l'usage des graines de mana malgré leur danger. La princesse admit que le sceptre royal actuel était probablement impliqué dans leur propagation. Cette révélation choqua Hydra, qui se mit à réfléchir intensément. La princesse précisa que, bien qu'il n'existe pas de preuves solides, les graines de mana étaient extrêmement coûteuses et accessibles uniquement aux nobles. Le sceptre royal, tout en étant conscient de leur danger, fermait les yeux et permettait leur diffusion. Red, enflammé, déclara qu'il fallait découvrir la vérité derrière cette conspiration. La princesse l'avertit toutefois de ne pas agir imprudemment. Elle expliqua que le sceptre royal détenait une immense influence, soutenue par de puissants nobles et certains membres de la famille royale. Une action irréfléchie pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Certains royaux étaient même soupçonnés d'utiliser les graines de mana pour leurs propres intérêts, augmentant leur pouvoir pour opprimer le peuple. Déterminée, la princesse annonça son intention de mettre fin à cette situation, quitte à s'opposer à sa propre famille.
Elle précisa qu'elle avait sollicité l'aide de membres de l'ancienne famille du sceptre royal. Hydra, résolue, déclara qu'en tant que membre de la famille Arphalen, elle ne pouvait pas rester passive face à la corruption de la magie. Sa réponse ravit la princesse, tandis qu'Hydra y voyait une opportunité d'atteindre deux objectifs, éliminer le sceptre royal corrompu et renforcer son influence parmi les nobles. Red, enthousiaste, déclara qu'il participerait également. Hydra, souriante, lui répondit qu'elle s'y attendait. La princesse, ravie, exprima sa gratitude, affirmant que plus ils auraient d'alliés, plus leur cause serait forte. Cependant, Logi n'apprécie pas cette idée et refuse qu'un simple aventurier accompagne la princesse dans ses voyages. La princesse, consciente que ce n'est pas la véritable raison, lui demande d'être honnête. Logi avoue qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre perturbe leur voyage à deux. Il ajoute qu'il est la seule épée dont elle aura jamais besoin. Red se demande si Logi pense qu'il va les ralentir et déclare qu'il leur prouvera qu'ils ont besoin de sa force. Les deux décident alors de se battre. La princesse trouve cette idée mauvaise et explique à Hydra que Logi a obtenu le titre de démon de l'épée solitaire en tant qu'aventurier. Il a capturé de nombreuses primes de grande valeur et possède le trésor divin légendaire comme arme, l'épée qu'utilisait le héros pour sceller la reine démoniaque. Elle précise qu'il est le plus fort des épéistes, maniant l'arme la plus puissante, et que personne dans leur monde ne peut le vaincre. Hydra se réjouit que Red ne soit pas originaire de leur monde. Red fixe les conditions du duel, s'il gagne, Logi le laissera accompagner la princesse, mais s'il perd, il promet de ne plus jamais montrer son visage. Les deux acceptent. Red se transforme en rangeur, ce qui n'étonne pas Logi mais excite la princesse. Ils croisent le fer, et Red réalise que Logi est plus fort qu'un général ennemi. Logi reconnaît également que Red n'est pas un amateur et décide de prendre le combat au sérieux, modifiant la forme de son épée pour attaquer. Red, décidé à riposter, invoque son gigantesque mecha. Logi est surpris par cette énorme machine qui le fait paraître minuscule. Hydra et Teltina se trouvent à l'intérieur du mecha, et Teltina s'excite, curieuse de savoir ce que c'est. Hydra, confus, rappelle à Red que seuls ceux avec qui il a formé des liens peuvent entrer dans le mecha. Red explique qu'il a simplement fait connaissance avec la princesse, écouté son objectif, et accepté de l'aider. Cela suffit pour former un lien selon lui, ce qui surprend Hydra, qui trouve ses critères bien bas. La princesse fait signe à Logi depuis le mecha, et Logi pense que Red l'a prise en otage. Enflammant son épée, il attaque le mecha, qui peine à riposter efficacement face à sa petite taille. Cela fait comprendre à Hydra que le mecha est inutile contre un adversaire aussi petit. Logi, déterminé à sauver la princesse, redouble d'efforts. Red invoque alors une épée géantée, sachant qu'il ne peut pas frapper Logi directement, utilise une onde de choc pour l'envoyer valser. Plus tard, il retrouve Logi blessé dans la forêt. Bien qu'à peine capable de parler, il refuse toujours que Red rejoigne leur groupe. Teltina lui rappelle sa promesse, s'il perdait, il devait accepter Red. Elle souligne qu'un individu aussi puissant en liberté pourrait devenir une menace plus grande que celle des graines de mana, mais qu'il n'aurait pas ce problème s'il travaillait avec eux. Logi finit par accepter. Après cela, Hydra et les autres reprennent leur voyage. Sur le chemin, la princesse annonce qu'ils se dirigent vers Akalina, où le seigneur est soupçonné de posséder une graine de mana. À leur arrivée, elle note que la ville, habituellement animée et diversifiée, est étrangement déserte. Intrigués, ils se demandent ce qui se passe. Hydra pense qu'ils ne pourront pas interroger qui que ce soit sur le seigneur dans ces conditions. Un espion les observe, et la princesse remarque qu'elle n'a jamais vu cette ville dans un tel état. L'espion dit qu'il y a une loi interdisant de parler aux étrangers. Elle expliqua que les habitants se cachaient, terrifiés à l'idée de transgresser cette loi. Elle ajouta qu'il valait mieux quitter la ville au plus vite. La princesse, imperturbable, répondit que le seigneur ne saurait pas que quelqu'un leur avait parlé à moins que ce soit rapporté. Avant que la jeune fille ne réagisse, Hydra intervint, affirmant que l'énergie magique qu'elle ressentait depuis leur arrivée pourrait être la clé. Toute la ville était imprégnée d'une mana nauséabonde. La princesse comprit immédiatement et déclara que cela expliquait le malaise qu'elle ressentait depuis leur arrivée. Hydra conclut que le seigneur de cette ville semblait impliqué dans quelque chose de sinistre. Leur discussion fut brusquement interrompue lorsqu'une silhouette monstrueuse surgit des ombres, rugissant de ne pas médire du seigneur. La créature attaqua Hydra, mais Red s'interposa rapidement pour la protéger. Alors qu'il combattait le monstre, Hydra observa et murmura qu'il s'agissait probablement d'un des effets du sort privilégié. Une voix autoritaire résonna alors dans la rue. Le seigneur apparut, calme et impassible. En observant le groupe, il reconnut qu'il connaissait le sort privilégié et se présenta avec un sourire glacial. Il demanda qui ils étaient. La princesse répondit avec assurance qu'elle était la princesse Teltina, troisième princesse de l'Empire d'Avalo, et qu'elle ne tolérerait pas l'oppression de son peuple par la magie. Elle ordonna qu'il cesse immédiatement d'utiliser les graines de mana et qu'il s'en débarrasse. Le seigneur sourit devant son audace, affirmant qu'il n'opprimait pas mais apportait paix et ordre à une ville autrefois chaotique. Ce qu'elle appelait oppression, il le considérait comme de la gouvernance. Red, frustré, l'interrompit pour l'accuser de menacer et contrôler son peuple avec la magie, qualifiant cela de tyrannie. Ignorant Red,
le seigneur expliqua que la plupart des habitants étaient autrefois perdus, sans espoir ni raison de vivre. Selon lui, il avait planté les graines de la discipline, les guidant vers un avenir meilleur. Red répliqua en affirmant que ces graines avaient figé le peuple dans la peur et leur avaient volé leur liberté. Il ajouta que guider son peuple signifiait respecter leur volonté et leur permettre de vivre sans crainte. La princesse, appuyant Red, déclara que maintenir paix et ordre nécessitait de prendre en compte les besoins et désirs du peuple. Le seigneur, impassible, répondit qu'il leur avait déjà donné le paradis. Il vivait selon ses règles et suivait son mode de vie. Pour lui, il ne pouvait rien demander de plus. Red, furieux, conclut que le seigneur ne se souciait ni de la paix ni de l'ordre. Il voulait simplement transformer la ville en un jouet qu'il pouvait manipuler à sa guise. Enflammé par sa colère, Red se prépara à attaquer. Mais avant que Red puisse réagir, une créature invoquée par le seigneur surgit derrière lui et le frappa violemment. Il tenta d'esquiver et de contre-attaquer, mais le monstre était implacable, attaquant sous tous les angles et infligeant coup sur coup. Hydra, observant attentivement la scène, expliqua à haute voix que le sort privilégié du seigneur lui permet de détecter quiconque enfreint ses règles. C'était ainsi qu'il pouvait invoquer des monstres pour punir instantanément les contrevenants. D'un ton froid et autoritaire, le seigneur confirma que quiconque désobéissait à la logie serait puni jusqu'à ce que sa voix disparaisse complètement. Hydra, reliant les informations, ajouta que le champ de mana qui imprégnait la ville permettait au seigneur de surveiller chaque mouvement et d'invoquer des monstres à volonté, n'importe où. Pour maintenir une telle capacité, ses réserves de mana devaient être colossales. Elle s'arrêta brusquement, réalisant l'ampleur de la situation, et murmura que c'était la puissance des graines de mana. Inquiète pour Red, la princesse se tourna vers Logi et lui ordonna fermement de l'aider. Il préférait le laisser servir d'appât pendant qu'il cherchait la faiblesse du sort du seigneur. La princesse, outrée, lui lança un regard sévère et insista pour qu'il parle honnêtement. Après un haussement d'épaule, Logi avoua qu'en vérité, il appréciait de voir Red se faire battre et lui demanda de lui laisser savourer cela un peu plus longtemps. Exaspérée par son comportement, la princesse lui ordonna d'aider Red sur le champ. Pendant ce temps, Red continuait de lutter désespérément contre le monstre implacable. Il tenta d'invoquer Kizuna, mais la créature du seigneur l'en empêchait à chaque fois, interrompant ses tentatives par des attaques incessantes. Finalement, l'assaut culmina en une frappe dévastatrice, brisant complètement la transformation de Red et le laissant vulnérable, à la merci du seigneur et de son monstre. Soudain, une bombe fumigène explosa, enveloppant la zone d'un épais brouillard. Profitant de la couverture de la fumée, le groupe parvint à s'échapper. Plus tard, ils se retrouvèrent dans un lieu caché. Red regarda autour de lui, confus, et réalisa que la femme qui avait dissimulé son visage était celle qui les avait sauvés. Reconnaissant, Red la remercia. Elle répondit froidement qu'elle lui avait pourtant déconseillé d'affronter le seigneur. Red observa leur environnement, cherchant à comprendre leur emplacement. La femme abaissa sa capuche et se présenta. Il se trouvait au quartier général de la Résistance, dédié à la libération de la ville. Elle se nommait Glossa et en était la chef. La princesse haussa un sourcil et exprima ses doutes. Elle redoutait que la résistance ne provoque une répression encore plus sévère de la part du seigneur. Glossa expliqua calmement que le pouvoir du seigneur ne s'étendait qu'à la ville et que cette base, cachée au plus profond de la forêt, échappait à son influence. Puis elle les interrogea sur leur attaque contre le seigneur. Ils lui expliquèrent que leur mission consiste à récupérer les graines de mana. À ces mots, Glossa sourit et déclara qu'ils pouvaient compter sur son soutien. La résistance se battrait à leur côté, et leur quartier général leur resterait ouvert. Red fut surpris par cette générosité, mais Glossa précisa que leur combat contre le seigneur avait commencé depuis longtemps et qu'ils n'étaient pas seuls dans cette lutte. Logi, sceptique, fit remarquer qu'ils auraient pu simplement abandonner la ville pour vivre en paix ailleurs. Glossa reconnut que beaucoup avaient choisi cette voie. Cependant, elle insista sur l'attachement de la résistance à cette ville, considérée comme leur foyer. Ils refusaient de l'abandonner et tenaient à la libérer. Ces paroles touchèrent Red, qui pensa à son propre foyer. Il exprima sa compassion, comprenant leur douleur. Il déclara avec détermination qu'il reprendrait la ville, quoi qu'il en coûte. Ils se réunirent pour élaborer un plan. Hydra prit la parole en premier, soulignant la puissance écrasante du seigneur. Il s'étonna que Red, malgré sa force, ait empeiné contre lui. Logi, amusé, ne put s'empêcher de ricaner face à la malchance de Red, ce qui lui valut une réprimande de la princesse. Hydra sortit ensuite un document contenant toutes les règles imposées par le seigneur. Toute infraction entraînait l'apparition de monstres punitifs, surgissant de points invisibles. Red réfléchit et proposa une attaque depuis l'extérieur de la ville en utilisant le pouvoir du Kizuna. Hydra secoua la tête et expliqua que cela détruirait la ville entière. Red fit une autre proposition, mais elle fut également rejetée. Finalement, Hydra annonça avoir une idée, bien que difficile à exécuter. Son plan consistait à ce que Red et Logi unissent leurs forces pour couvrir leurs faiblesses respectives et empêcher le seigneur de les vaincre. Cependant, un problème évident subsistait, Red et Logi ne s'entendaient pas et passaient leur temps à se disputer. Logi refusa immédiatement de coopérer. Voyant son obstination,
La princesse le prit à part et lui fit une offre irrésistible. Ces paroles suffirent à éveiller l'enthousiasme de Laoji, qui, pour la première fois, se montra motivé à travailler avec Red. Plus tard, Red eut une conversation en aparté avec la princesse. Il voulait confirmer sa présence au château le lendemain. Elle hocha la tête avec assurance, affirmant qu'elle avait des affaires à régler là-bas. Red hésita un instant avant d'exprimer son inquiétude face au danger. La princesse lui rappela qu'il se battait toujours au péril de sa vie pour protéger les autres. Elle sourit doucement et ajouta qu'ils se ressemblaient. Red répondit qu'il évitait toujours les situations pouvant causer sa mort. La princesse le rassura en affirmant qu'elle n'avait pas l'intention de mourir non plus. Puis, avec un sourire malicieux, elle ajouta qu'elle comptait sur lui pour la protéger, lui, le héros de ce monde. Sans qu'il ne le sache, Laoji se cachait derrière un arbre, écoutant leur conversation. Son visage se tordit de frustration. Il détestait voir quelqu'un parler à la princesse avec tant de familiarité et semblait préparer une riposte. Plus tard, alors que Red partit prendre un bain, il laissa ses vêtements et ses affaires à l'extérieur. Saisissant l'occasion, Laoji s'approcha discrètement et vola le panneau de transformation de Red sans qu'il ne s'en rende compte. Tandis qu'il l'observait, il murmura pour lui-même qu'il ne laisserait personne d'autre parler à la princesse ou la protéger. Il se persuada qu'il devait être le héros. Le lendemain, la princesse et Hydra attendirent à l'extérieur tandis que Red et Laoji pénétrèrent dans la chambre du seigneur, prêts au combat. Red s'avança avec assurance et déclara qu'ils étaient venus le vaincre. Il tendit la main pour saisir son panneau de transformation mais il n'était plus là. Voyant la panique de Red, Laoji feignit l'inquiétude et lui demanda si quelque chose n'allait pas. Le visage de Red pâlit, et il balbutia qu'il avait perdu son panneau de transformation. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, un monstre apparut soudainement derrière lui et gronda un avertissement, les sommant de ne pas troubler la paix du seigneur. D'un coup puissant, il envoya Red valser par la fenêtre, le faisant chuter dans la rivière en contrebas. Voyant Red tomber, Hydra se précipita pour le secourir, tandis que Laoji resta seul face au seigneur et ses monstres. Intérieurement, Laoji jubilait, convaincu que ce monde n'avait pas besoin de la force de Red ni de ses précieux liens. Pendant ce temps, Red, enfoncé dans l'eau, vit défiler des souvenirs de sa vie passée. Il aperçut une fille à ses côtés, dont les paroles résonnèrent dans son esprit. Elle expliquait que les liens étaient comme une lame à double tranchant. Mal employés, ils pouvaient causer des souffrances, mais bien utilisés, ils avaient le pouvoir de sauver. À moitié conscient, Red sentit ces paroles résonner en lui. Il reprit connaissance et remercia immédiatement Hydra de l'avoir sauvé. En se redressant, il exprima immédiatement son inquiétude pour Laoji et la princesse. Irrité, Hydra s'exclama, frustré qu'il ne pense pas à sa propre récupération en premier. La scène bascula vers la princesse qui avertissait urgemment Laoji que le plan avait échoué et qu'il devait battre en retraite. Mais Laoji, empli d'orgueil, répliqua avec confiance qu'il était son héros et qu'il allait vaincre le seigneur. Déterminé, Laoji leva son épée sacrée et lança une série d'attaques dévastatrices. Ses coups étaient féroces et précis, blessant plusieurs des monstres invoqués. Avec un mouvement final dévastateur, Laoji anéantit toutes les créatures, ne laissant que le seigneur debout devant lui, impassible. Le seigneur invoqua encore plus de monstres et ricana, affirmant que l'épée sacrée était entre les mains du chevalier choisi, attendu depuis 1000 ans. En entendant cela, Laoji fut ramené à un souvenir, se rappelant la première fois qu'il avait rencontré la princesse. Il avait été un paria, vivant dans les ruelles, rejeté par la société. La princesse s'était approchée de lui, le regardant droit dans les yeux et lui annonçant qu'il était destiné à manier l'épée sacrée. Laoji avait ricané à ces paroles, prétendant ne jamais pouvoir manier une telle épée sans mana. Mais la princesse avait souri et expliqué que l'absence de mana en lui faisait de lui le porteur parfait. L'épée, forgée en fusionnant cet élément spirituel, absorbait le mana de quiconque tentait de la tenir. Même les chevaliers les plus puissants la craignaient, car elle drainait leur mana. La réalisation frappa Laoji, son absence de mana le qualifiait pour manier cette épée. La princesse avait acquiescé, exprimant le besoin de sa présence pour sauver le monde. Laoji avait résisté, exprimant son amertume envers un monde qu'il avait rejeté et maltraité. La princesse, percevant sa douleur, l'avait doucement enlacé, reconnaissant la colère qu'il portait en lui. Elle lui avait dit qu'au fond, son désir était d'être accepté pour ce qu'il était. Laoji, enflammé par la colère, avait nié, mais la princesse était restée calme et sincère. Elle lui avait demandé d'être véridique et lui avait promis de rester à ses côtés pour toujours. De retour dans le présent, Laoji serra les poings, ses yeux brillants de détermination. La princesse lui avait offert un nouveau chemin. Animé par cette pensée, il décida de libérer le monde des graines de mana. Avec un cri de guerre, il lança une attaque dévastatrice, incinérant les monstres invoqués. Le seigneur, impassible, applaudit avec moquerie, signalant une erreur critique de Laoji. En se retournant, Laoji vit des monstres se rapprocher de la princesse, prêts à frapper. Sans hésitation, il se jeta devant elle, utilisant son corps comme bouclier. Les monstres attaquèrent sans pitié, le frappant avec une force implacable. Le seigneur ricana, soulignant que Laoji n'avait jamais appris à se battre tout en protégeant quelqu'un d'autre.
Subissant les assauts, Louji murmura à la princesse de s'enfuir à la première ouverture possible. La princesse, calme et sûre d'elle, lui rappela qu'ils avaient des alliés. Red fit irruption, attaquant les monstres avec force. Hydra suivit, installant une barrière protectrice et tentant de soigner Louji. Celui-ci refusa l'aide, insistant pour que la princesse soit mise en sécurité. Ses blessures étaient graves, et son corps flancha. Red le retint pour l'empêcher de tomber, mais Louji le repoussa. Dans cette lutte, la planche de transformation de Red glissa de sa poche, attirant l'attention de tous. La princesse remarqua que Louji la possédait. Pris au dépourvu, il hésita avant d'avouer sa peur. Il craignait que Red, avec son pouvoir des liens et son absence de mana, lui vole sa place de héros. La princesse prit sa main, lui assurant qu'il restait irremplaçable à ses yeux. Alors qu'il partageait ce moment, la barrière d'Hydra se fissura sous les assauts. Red proposa une alliance, convaincu qu'il était temps d'aller de l'avant. Après un soupir, Louji accepta. Leur synchronisation en combat se révéla imparable. Après un échange féroce, ils portèrent un coup écrasant au seigneur. Cependant, leur victoire fut éphémère. Les graines de mana dans le corps du seigneur libérèrent une énergie incontrôlable, le transformant en un géant monstrueux, son corps massif obscurcissant le ciel. Glossa ordonna rapidement l'évacuation des civils. La princesse trembla sous l'effet de la panique. Red, debout avec assurance, affirma que le monstre n'était qu'une menace ordinaire et qu'il allait l'abattre sans difficulté. Hydra le regarda avec incrédulité, stupéfaite par son insouciance face au danger. Red invoqua Kizuna pour combattre la bête. Lui et son équipe montèrent à bord du mecha. Louji, bien qu'hésitant, n'eut d'autre choix que de suivre. Red emporta le monstre loin de la ville afin d'éviter de mettre les civils en danger. Il ne se contenta pas d'éloigner le combat, il emmena la bête dans l'espace. La princesse, Louji et Hydra restèrent abasourdis. Dans l'immensité du vide spatial, Red se prépara au combat final. La créature réagit à la menace imminente en chargeant une attaque. Red invoqua une épée gigantesque. Il décida de confier l'arme à Louji. Celui-ci croisa les bras et exprima son refus de suivre les ordres de Red. Après un instant de silence, il accepta néanmoins d'exécuter la technique nécessaire pour la bataille. Avec une coordination parfaite, l'équipe trancha la créature en deux. Une explosion massive illumina le ciel, visible depuis la surface de la planète. Les civils acclamèrent la victoire de l'équipe de Red. De retour en ville, ils extrayèrent la graine de mana du corps du seigneur. Ils se préparèrent à la détruire, mais la princesse les arrêta. Elle expliqua que la destruction d'une graine de mana nécessitait soit l'élimination de son hôte, soit une extraction précise. Red demanda comment procéder à l'extraction. Sans hésiter, la princesse extirpa une graine de mana d'elle-même. Red et Hydra restèrent sans voix. La graine de mana se transforma en un renard blanc. L'animal bondit sur le seigneur déchu et l'engloutit avant de le recracher, la graine ayant disparu. La princesse expliqua que c'était ainsi que les graines de mana étaient extraites. Elle précisa que c'était son devoir. Red et Hydra restèrent fascinés par le renard blanc et commencèrent à jouer avec lui. Louji, agacé, ne partagea pas leur enthousiasme. La princesse lui fit remarquer qu'il pouvait lui aussi caresser l'animal. Red observa la créature et fit remarquer qu'elle pouvait faire partie du pouvoir spécial de la princesse. Il s'interrogea sur sa dangerosité. La princesse répondit que le renard n'était pas une menace. Elle expliqua qu'il était né de sa volonté de sauver les hôtes des graines de mana sans les tuer. Elle ajouta que, malgré son apparence, un chien errant restait plus dangereux que lui. Hydra exprima son étonnement quant au silence de la princesse sur ce pouvoir. Celle-ci soupira avant d'expliquer qu'elle ne voulait pas les inquiéter. Elle ajouta que son pouvoir était considéré comme extrêmement dangereux par ceux qui distribuaient les graines de mana. Pour cette raison, elle avait choisi de le garder secret. Red comprit et raconta qu'il avait vécu une situation similaire dans son monde. Hydra rit en imaginant Red incapable de garder un secret. Soudain, une entité monstrueuse apparut sous la forme d'une immense bouche béante, avant de se transformer en un sinistre bouffon au sourire effrayant. Il se présenta comme Abu Dhabi, fils royal de la reine démoniaque. Red comprit qu'il avait affaire à un démon royal. Hydra expliqua que ces démons étaient les descendants de la reine démoniaque, qui est scellée il y a plus de 1000 ans. Leur but était de libérer leur mère de sa prison. Red déduisit que ces démons représentaient l'organisation maléfique de ce monde. Hydra confirma et ajouta qu'aucun d'eux n'avait refait surface depuis des siècles. Abu Dhabi expliqua qu'il était l'origine des graines de mana. Il précisa que les démons royaux les distribuaient depuis des siècles, suivant la volonté de leur mère. La princesse, furieuse, réalisa que ces graines avaient causé d'innombrables tragédies, dont la mort de sa propre mère. Abu Dhabi poursuivit en expliquant que, lorsque les graines de mana auraient pleinement fleuri, leur énergie négative engloutirait le monde. La reine démoniaque reviendrait alors, mettant fin à l'humanité. Il ajouta que certains sacrifices étaient nécessaires. Puis soudain, il attaqua la princesse. Red et Louji réagirent immédiatement, bloquant son assaut. Red affirma que la puissance des liens serait leur force. Abu Dhabi rit et décida de leur montrer son propre pouvoir. D'innombrables bouches géantes apparurent, libérant une horde de créatures monstrueuses. Red, Hydra et la princesse restèrent figés d'horreur.
Ces monstres n'étaient pas de simples bêtes. Ils étaient les membres de la résistance, y compris Glossa. Red comprit avec effroi qu'Abu Dhabi leur avait administré une mauvaise dose de graines de mana, les transformant en bêtes sauvages. La rage l'envahit. Il invoqua son épée et attaqua férocement. Mais Abu Dhabi se montra incroyablement puissant et repoussa chaque coup sans effort. Pendant ce temps, la princesse enleva les graines de mana des habitants. Toutefois, le processus avait un coût élevé. La princesse s'effondra au sol, son corps incapable de supporter l'afflux massif de mana qu'elle avait absorbé. Hydra remarqua immédiatement son état et courut à ses côtés. Hydra proposa d'utiliser l'épée sacrée pour absorber le mana, avec urgence. La princesse secoua la tête et répondit que le combat était équilibré pour l'instant. Si Red ou Logi se retirait, il perdrait immédiatement. Hydra serra les poings et exprima son inquiétude pour elle. La princesse, déterminée, répondit qu'elle se moquait de ce qui lui arrivait tant qu'il pouvait vaincre ce démon. Sur le champ de bataille, Abu Dhabi éclata de rire, amusé par la souffrance autour de lui. Cette réaction mit Red en colère. Abu Dhabi esquissa un sourire moqueur et expliqua que ces gens voulaient du mana pour protéger leur ville, mais leur véritable désir avait été révélé, et ils détruisaient eux-mêmes leur cité. C'était pathétique et hilarant. Red serra les dents et répliqua qu'ils avaient été trompés. Le démon haussant les épaules, expliqua qu'il n'avait fait que leur montrer la vérité. Si leur désir n'était pas exposé maintenant, il l'aurait été tôt ou tard. Il ajouta que les démons et les humains étaient différents, et que son seul but était de ressusciter la reine démoniaque, sa mère, qu'il cherchait à revoir sourire depuis 1000 ans. Red hésita un instant, les paroles du démon résonnant en lui. Même les ennemis avaient des liens et des souvenirs. Des images de son passé lui revinrent, des expériences douloureuses et des batailles menées aux côtés de son ancienne équipe. Il connaissait la puissance des liens, mais sa résolution se raffermit. Il déclara qu'il devait briser ces liens s'ils étaient mauvais et nuisaient aux innocents. Il invoqua le moteur à turbine et activa sa puissance maximale. Il fonça sur Abu Dhabi et trancha les mains spectrales du démon qui tentait de l'immobiliser. Mais juste avant de porter son coup final, Abu Dhabi déclencha une immense explosion qui engloutirait des logis. Les deux guerriers furent projetés au sol. Abu Dhabi se dressa au-dessus d'eux, triomphant, et annonça qu'il était maintenant temps de s'occuper de la princesse. Avant qu'il ne puisse agir, Red se releva. Abu Dhabi plissa les yeux et affirma qu'il ne ferait aucun cadeau cette fois-ci. Il lança une attaque mortelle qui allait sûrement mettre fin à Red. Au dernier instant, Logi se jeta devant l'attaque et encaissa le coup à la place de Red. Ce dernier sentit son cœur se serrer en voyant Logi s'effondrer, grièvement blessé. Il se précipita à ses côtés. Il demanda à Logi pourquoi il avait fait cela. Logi, allongé au sol, esquissa un faible sourire et répondit qu'il n'y avait aucune raison particulière. Alors qu'il parlait, des souvenirs de toutes les batailles qu'il avait menées avec Red, de leur rivalité réticente et des moments où ils s'étaient tenus côte à côte malgré leurs différences lui revinrent. Sa vision s'assombrit et il perdit connaissance. Abu Dhabi observa la scène avec amusement. Il se réjouit que l'épée de Red ait absorbé une partie de l'attaque, lui permettant de survivre. Mais il précisa que cela ne changeait rien, ils allaient tous mourir ici. La rage de Red atteignit son paroxysme. Il déclara qu'il ne laisserait plus jamais personne mourir devant lui. Une énergie étrange et inconnue jaillit de son corps, libérant une force écrasante qui stupéfia même le démon. Avant qu'Abu Dhabi ne puisse réagir, Red le frappa de plein fouet, l'envoyant voler en arrière. Le démon grogna de frustration et se lamenta sur la soudaine augmentation de force des étrangers. Une nouvelle présence se manifesta alors. Une silhouette mystérieuse, qui avait observé la bataille depuis l'ombre, s'avança et lança un puissant sort sur la ville. En quelques instants, les derniers monstres furent éradiqués. Les yeux d'Hydra s'écarquillèrent sous le choc avant que son expression ne se transforme en colère. Elle demanda à la silhouette ce qu'elle faisait ici. La personne s'avança et esquissa un sourire froid, saluant Hydra avec des paroles dédaigneuses. Elle révéla son identité en tant que sceptre royal, et les autres réalisèrent qu'elle était quelqu'un qu'Hydra connaissait personnellement. Abu Dhabi, mécontent, claqua les doigts et exprima son agacement. Il se dit qu'il allait partir, regrettant d'avoir à quitter cette scène intéressante. Red et Chemiazal tentèrent de l'empêcher de fuir, mais le démon disparut avant qu'il ne puisse l'atteindre. Après le combat, Logi reprit lentement connaissance. Sa vision trouble lui permit de voir la princesse appuyée sur son épée, luttant pour rester debout. Rongé par la culpabilité, il murmura des excuses à la princesse. La princesse secoua faiblement la tête et répondit qu'elle lui avait ordonné de partir. Non loin de là, Glossa ouvrit également les yeux. Elle se tourna vers Hydra et la remercia de les avoir sauvés. Hydra, frustré, répondit que ce n'était pas la peine de les remercier, car ils n'étaient pas assez forts. La ville était en ruine, et ils n'avaient pas réussi à vaincre le démon. Glossa, cependant, s'y opposa fermement et souligna que tout ce qui s'était passé était de leur faute. Ils avaient cherché le pouvoir trop facilement, et c'était le prix à payer. Mais ils allaient prendre leurs responsabilités et reconstruire la ville. La prochaine fois, elle serait aussi animée qu'avant. Red resta silencieux, pensif. Hydra le remarqua et lui demanda ce à quoi il pensait. Red finit par parler, hésitant.
Il expliqua qu'Abu Dhabi avait parlé des étrangers comme s'il n'était pas le seul. Cela signifiait qu'il avait déjà affronté d'autres personnes venues d'autres mondes avant lui. Il chercha une réponse auprès d'Hydra. Hydra hésita un instant et répondit qu'il y avait une rumeur selon laquelle le héros qui avait scellé la reine démoniaque il y a 1000 ans venait aussi d'un autre monde. Les yeux de Red s'agrandirent sous le choc. Il demanda ce qu'il était devenu, si ce héros était retourné dans son monde. Hydra secoua la tête et expliqua qu'il n'y avait aucune trace de son sort. L'histoire disait seulement qu'il avait scellé la reine démoniaque, rien de plus. Avant qu'il ne puisse continuer, Shemiazal les interrompit. Elle annonça que la princesse était blessée et qu'il devait l'emmener à la capitale pour la soigner immédiatement. Il devait aussi les accompagner pour faire leur rapport. Red s'alarma et demanda si la princesse était en danger. Shemiazal croisa les bras et expliqua que l'énergie négative absorbée par la princesse avait rendu sa graine de mana instable, ce qui la rendait agressive. Hydra exprima ses préoccupations concernant le temps nécessaire pour atteindre la capitale par voie terrestre. Shemiazal sourit et proposa une solution. Elle leva la main et lança un sort de téléportation, transportant instantanément le groupe dans la capitale royale. L'air était glacial et la neige recouvrait la ville. Shemiazal les regarda et leur souhaita la bienvenue au palais royal. Hydra, cependant, resta silencieuse. Shemiazal haussant un sourcil, lui demanda si cet endroit ne lui était pas inconnu. Après que Shemiazal, le sceptre royal, ait soigné la princesse, elle reprit connaissance. Loji se précipita immédiatement vers elle et la serra dans ses bras, soulagée. Les autres l'écartèrent rapidement, inquiets de son état fragile. Red observa Shemiazal avec préoccupation. Il attendait une confirmation sur l'état de la princesse. Shemiazal hocha la tête et annonça qu'elle allait lui donner une potion magique pour ralentir la propagation de la graine de mana. Elle précisa qu'elle devrait se rétablir bientôt. Plus tard, lors d'une conversation privée, Hydra croisa les bras et fit remarquer à Shemiazal qu'elle semblait bien informée sur cette potion. Shemiazal esquissa un sourire en coin et expliqua qu'elle avait étudié les graines de mana et avait reçu le soutien de la famille royale dans ses recherches. Hydra comprit immédiatement que la famille royale possédait aussi des graines de mana. Shemiazal précisa que la famille royale ne les utilisait pas et que cela relevait d'une compétition entre familles nobles. Elle ajouta qu'une famille noble en particulier les utilisait comme défense militaire. Shemiazal pense que si tout le monde réalisait que ces graines provenaient du roi démon, elle ose croire que les nobles s'en débarrasseraient. Shemiazal changea de sujet et informa que, puisque la princesse se rétablissait, le rapport officiel serait reporté. Elle invita Red et Hydra à rester à l'Académie royale pour la nuit. Elle leur demanda de la suivre. Alors qu'ils traversaient l'Académie royale, Red observa les alentours avec curiosité. Shemiazal lui expliqua que toutes les personnes présentes étaient des chercheurs officiels en magie et représentaient l'élite des mages. Elle ajouta que contrairement à ces érudits, les sorciers errants pratiquaient la magie de manière indépendante. Hydra précisa que ces sorciers errants étaient leurs adversaires habituels et que le royaume n'interdisait pas l'apprentissage de la magie. Cependant, elle rappela qu'une licence officielle était nécessaire pour développer la magie ou créer des outils magiques. Red demanda si Hydra possédait une licence. Elle répondit avec assurance qu'elle avait obtenu sa certification. Elle ajouta que même avec une licence, les recherches devaient être approuvées par la tour royale, qui fonctionnait sous la supervision du sceptre royal. Shemiazal confirma cette idée et affirma que son objectif était la domination et le contrôle absolu du développement de la magie et de sa technologie. Hydra croisa les bras et exprima son désaccord en affirmant que la magie devait être utilisée pour aider les gens ordinaires et apporter du bonheur à la société. Shemiazal éclata de rire froidement et moqueusement. Elle compara Hydra à son père et déclara qu'ils partageaient les mêmes idéaux irréalistes. Hydra, méfiante, demanda des précisions. Shemiazal expliqua que le père d'Hydra, lorsqu'il était le sceptre royal, avait trop voulu aider les gens, entraînant un manque de régulation. Elle accusa son père d'avoir permis à des sorciers incompétents de créer des outils magiques de mauvaise qualité. Shemiazal poursuivit en énumérant les désastres causés par ces outils. Elle cita l'attaque du palais royal par des paysans armés de lanternes magiques explosives, l'utilisation d'artefacts enchantés pour apprivoiser des bêtes de mana dangereuses et l'emprisonnement de demi-humains avec des outils magiques. Elle mentionna également que des enfants avaient modifié des prothèses enchantées pour voler et tuer. Elle affirma que toutes ces catastrophes étaient le résultat des bonnes intentions du père d'Hydra et que, lorsque la magie tombait entre de mauvaises mains, le désastre devenait inévitable. Hydra, furieuse, peinait à répondre. Shemiazal continua avec assurance et déclara que des restrictions strictes étaient nécessaires pour protéger les gens d'eux-mêmes. Elle accusa Hydra et son père d'être des idéalistes déconnectés de la réalité. Elle se tourna ensuite vers Red et lui demanda son avis. Red resta sérieux et admit que le rêve d'Hydra était difficile à réaliser. Hydra sentit son cœur se serrer. Elle ne s'attendait pas à ce que Red la soutienne aussi peu. Elle se sentit trahie. Sans attendre davantage, elle invoqua son balai volant et s'éloigna du palais, refusant d'écouter une explication. Submergée par la colère et la déception, elle repensa à toutes les trahisons qu'elle avait vécues. Red refusa de la laisser partir. Il s'élança dans les airs et la poursuivit. Hydra, furieuse, lui cria de la laisser tranquille. Elle l'accusa d'avoir toujours trouvé son rêve stupide. Red, stupéfait,
tenta de se défendre et affirma que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Mais Hydra, aveuglé par ses émotions, refusa d'écouter et accéléra. Red, déterminé, la rattrapa et la plaqua en plein vol. Ils s'écrasèrent tous les deux dans la neige. Allongé au sol, Hydra tourna son regard empli de déception vers Red. Elle lui reprocha d'avoir toujours prétendu être à ses côtés. Red ouvrit grand les yeux et déclara qu'il l'avait toujours soutenu depuis le jour de leur rencontre. Hydra serra les poings et lui demanda pourquoi il considérait son rêve comme difficile à réaliser. Red inspira profondément et répondit que c'était précisément parce que son rêve était difficile qu'il voulait l'aider à le réaliser. Il ajouta que les gens avaient des limites pour maintenir la paix et qu'ils avaient besoin de liens solides pour les soutenir. Après un moment de silence, ils remontèrent ensemble sur le balai volant et se dirigèrent vers le palais royal. Alors qu'ils survolaient la ville, Red déclara que pour maintenir la paix, ils auraient besoin de plus d'alliés et de liens plus forts. Il suggéra même que le sceptre royal pourrait les aider. Hydra grimaça et exprima clairement son agacement face à cette idée. Elle expliqua qu'il existait de nombreux outils magiques de mauvaise qualité qui pouvaient être utilisés en toute sécurité, à condition que les gens reçoivent une bonne éducation pour savoir comment s'en servir. Cependant, le sceptre royal cherchait à contrôler toute la technologie magique. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. Et si elle ouvrait une école pour apprendre aux gens à utiliser les outils magiques en toute sécurité? Le visage de Red s'illumina et il lui suggéra d'en parler avec Shemiazal. Hydra se figea, surprise. Il voulait vraiment qu'elle travaille avec la personne qui avait pris la place de son père? Red sourit et lui répondit que c'était justement pour cette raison qu'elle devait collaborer avec elle. S'attendait-il vraiment à ce qu'elle s'allie avec sa plus grande rivale? Red lui demanda d'y réfléchir. Shemiazal voulait préserver et réglementer la technologie magique pour éviter les abus. De son côté, Hydra souhaitait enseigner aux gens comment l'utiliser de manière responsable, afin qu'ils ne soient plus dépendants de l'élite pour la contrôler. Si elles unissaient leurs forces, cela pourrait mener à un avenir encore plus extraordinaire que tout ce qu'Hydra avait pu imaginer. Hydra hésita un instant avant de lui demander s'il croyait réellement que c'était possible. Red hocha la tête avec assurance. Si elle parvenait à créer des liens, même avec ses ennemis, pour un bien plus grand, elle construirait un avenir bien plus incroyable que tout ce qu'elle avait jamais rêvé. Il ajouta qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car il serait à ses côtés à chaque étape pour l'aider à bâtir les alliances nécessaires à la réalisation de son rêve. Pendant qu'elle prend une bonne douche, la mage n'arrive pas à comprendre comment fonctionne exactement le métal de mana. Cela dit, ce métal lui rappelle beaucoup de souvenirs liés au protagoniste, car c'est grâce à lui qu'elle l'a rencontré. Soudain, elle prononce le nom Red, et immédiatement, le protagoniste apparaît devant elle, comme s'il venait de se téléporter. Cela n'a absolument aucun sens, et face à cette situation inattendue, Red panique, tombe et finit par s'évanouir sur le champ. Logi était seul sur un balcon, ses sens en alerte. Il avait senti quelqu'un approcher et s'était instinctivement préparé à attaquer. Lorsque la silhouette s'avança, il reconnut Red et fronça les sourcils, exprimant clairement son agacement. Red afficha un sourire et déclara qu'il venait le remercier pour l'avoir sauvé plus tôt. Il expliqua qu'il n'avait pas eu l'occasion de le faire avant. Logi croisa les bras et détourna le regard, répondant que ce n'était qu'un simple caprice. Red rit légèrement, soulignant que cela ne changeait rien au fait qu'il lui avait sauvé la vie. Après un court silence, Red observa Logi et lui fit remarquer qu'il était seul. Logi, les yeux fixés sur le ciel, expliqua qu'il réfléchissait à l'espace. Il se remémora son enfance, où il imaginait des terres remplies d'êtres célestes au-delà des nuages. Pourtant, ce qu'il avait découvert n'était que le vide. Red inclina la tête et chercha à comprendre son ressenti. Logi précisa qu'il avait trouvé cela extraordinaire. Il expliqua que peu de choses parvenaient à le surprendre, mais l'immensité de l'espace l'avait laissé sans voix. Puis, intrigué, il se tourna vers Red et constata qu'il dégageait une lumière dorée. Red, surpris, baissa les yeux et observa l'aura qui l'entourait. Pendant ce temps, Hydra, absorbée dans ses pensées, tenait une pierre de mana. Soudain, la pierre brilla intensément, et Red apparut devant elle comme par enchantement. Tous deux restèrent figés, réalisant que les pierres de mana possédaient un pouvoir mystérieux, semblable à une magie d'invocation. Red, tentant de comprendre, mentionna un phénomène similaire appelé l'invocation instantanée. Hydra, intrigué, écouta attentivement. Red expliqua que dans son monde, une équipe pouvait se téléporter vers un membre en danger grâce à cette capacité. Hydra, frissonnante, nota que ce pouvoir exigeait des liens solides entre les membres d'une équipe. Hydra ne comprend rien et veut savoir si la tenue du protagoniste, ses armes et tout ce qu'il possède ont aussi été créés à partir de cette énergie. Le protagoniste pense que oui, mais maintenant, elle veut savoir comment une force de création peut altérer quelque chose. Selon lui, un lien puissant crée une attraction qui brise les atomes d'un objet et les repositionne près d'un autre, ou quelque chose du genre. Hydra demande à Red si, avec ce pouvoir, il ne pourrait pas retourner dans son monde. Il pense que c'est possible, mais doute de pouvoir franchir les limites qui séparent les deux mondes. La mage n'arrête pas de penser à tout cela et dit au protagoniste que la relation entre lui, l'énergie des liens et le métal de mana est tellement fascinante qu'elle doit absolument tout savoir.
C'est pourquoi, d'une manière un peu audacieuse, elle lui annonce qu'il doit se préparer à ne pas dormir cette nuit. Seul Dieu sait ce qui s'est passé entre ces deux-là. Le lendemain, Red, Hydra, la princesse et leurs compagnons se rendirent au palais impérial pour remettre leur rapport. L'empereur, assis sur son trône, écouta attentivement leur récit concernant les graines de mana et le roi démon. À ses côtés se tenaient le premier prince et le commandant suprême des chevaliers. L'expression de l'empereur se durcit et il annonça qu'un décret impérial serait émis, ordonnant aux familles nobles de se débarrasser de toutes les graines de mana en leur possession. La princesse avança et exprima ses doutes. Elle affirma que les familles nobles ne renonceraient pas facilement à ces graines et souligna que le sort privilégié était le seul moyen de les retirer sans tuer la personne infectée. Elle expliqua que ces graines s'enracinaient profondément dans le corps, rendant leur extraction extrêmement dangereuse. Elle demanda donc l'autorisation de poursuivre son voyage pour purifier ces graines. L'empereur, après réflexion, approuva sa demande et lui recommanda d'être prudente. La princesse, soulagée, le remercia et s'inclina respectueusement. En quittant la salle d'audience, Red commenta que l'empereur semblait être un homme bien. Hydra répondit avec un soupir, affirmant que les personnes qui l'entouraient ne l'étaient pas. Le premier prince, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. Il exprima ses réticences à se débarrasser d'un artefact aussi précieux que les graines de mana. L'empereur rappela à son fils le danger que représentaient ces graines, capables de ramener la reine démon. Le prince afficha un sourire et répliqua qu'il pouvait simplement la vaincre à nouveau. Le prince poursuivit, affirmant que les graines de mana pouvaient être utilisées pour soumettre la confédération des bêtes et en faire un état vassal. Il affirma que l'Empire pourrait ainsi unifier le monde et éliminer la menace des démons. La princesse rétorqua fermement que les démons savaient manipuler le pouvoir des graines de mana et qu'il serait imprudent d'introduire une telle énergie dans les forces militaires. Le premier prince ne se laissa pas déstabiliser et se tourna vers Shemiazal. Il lui demanda si les graines pouvaient être modifiées pour empêcher leur contrôle par les démons. Shemiazal confirma qu'elle ne permettrait leur utilisation qu'à condition de trouver un moyen de neutraliser les risques. Hydra, surprise, ne s'attendait pas à ce que Shemiazal soutienne le plan du prince. Le premier prince se tourna alors vers l'empereur et insista sur l'opportunité stratégique que représentaient ces graines. L'empereur, après un moment de réflexion, annonça sa décision. Toutes les graines de mana seraient confisquées à travers le royaume, et cette mission serait supervisée par Shemiazal et le premier prince. Il se tourna ensuite vers la princesse et lui confia la responsabilité des graines déjà utilisées et de celles dont les propriétaires refusaient de se séparer. Le premier prince adressa un regard moqueur à sa sœur et l'incita à partir accomplir sa tâche, lui recommandant de ne pas ternir l'honneur de la famille. La princesse répondit avec un sourire, bien que son expression trahît une légère tension. Elle assura à son frère qu'elle n'agirait en rien contre les intérêts de leur famille. Le premier prince l'observa attentivement. Il se remémora l'époque où elle n'était qu'une jeune fille insouciante, ignorante des codes royaux. À présent, il voyait en elle une femme posée et réfléchie. Soudain, il la questionna sur ses intentions vis-à-vis d'Altéo. La princesse se figea et répondit aussitôt qu'elle ne pourrait jamais remplacer leur frère. Plus tard, Hydra s'approcha de Shemiazal et lui demanda calmement si elle comptait réellement utiliser les graines de mana à des fins militaires. Shemiazal soupira et expliqua qu'en tant que sceptre royal, elle ne pouvait pas s'opposer directement à la famille impériale. Elle précisa qu'elle se contentait de suivre les ordres et que son seul objectif était d'assurer un contrôle total sur ces graines afin d'éviter qu'elles ne deviennent une menace. Hydra, toujours méfiante, lui tendit un document contenant une proposition de réforme du système de certification du royaume. Shemiazal parcourut les pages sans laisser transparaître d'émotion particulière. Hydra expliqua qu'elle avait pris conscience qu'elle ne pouvait pas changer le monde seule. Elle reconnut que de nombreuses personnes avaient souffert à cause des outils magiques non réglementés. Elle exprima sa volonté de travailler avec Shemiazal, alliant son autorité et son expertise pour aider le plus grand nombre. Shemiazal, d'un ton tranchant, coupa court à son discours et lui intima d'arrêter d'essayer d'imposer ses idéaux. Shemiazal afficha un sourire et ajouta que si Hydra voulait vraiment gagner sa confiance, il y avait quelque chose qu'elle devait accomplir. Hydra, méfiante, se tint prête à écouter. Shemiazal, toujours amusé, lui assura que cette tâche correspondrait parfaitement à ses principes. Le groupe traverse le désert en direction de la forêt du soleil, où vivent les elfes ancestraux. Cependant, ces derniers semblent s'être disputés avec les habitants des colonies voisines. Le protagoniste est intrigué par le terme elfes ancestraux, et Hydra lui explique qu'il pourrait en savoir plus sur le héros d'il y a 1000 ans. Cependant, leur véritable objectif est d'enquêter sur un elfe utilisant un pouvoir étrange, afin de déterminer s'il s'agit d'une graine de mana. À leur arrivée, le protagoniste est surpris de découvrir une forêt remplie de cactus. Hydra explique que la région était autrefois plus riche et possédait une flore variée, mais la reine démon l'a transformée en désert après avoir été offensée par ses habitants il y a plus de 1000 ans. Cette révélation met le protagoniste en colère, tandis que la princesse se réjouit au moins de trouver un peu de fraîcheur à l'intérieur de la forêt. Elle et Hydra en profitent pour retirer leur tunique, se sentant plus libres. Alors qu'ils avancent, la mage se blesse légèrement sur une épine de cactus, mais cela ne semble pas la perturber. Pourtant,
le protagoniste s'empresse de lui mettre un pansement sur le doigt réservé à l'anneau de mariage, la laissant complètement sous le choc. Lui, cependant, ne comprend pas pourquoi elle réagit ainsi, tandis que la princesse et Logi se demandent comment il peut être aussi naïf. Soudain, un inconnu surgit et attrape Hydra avant de disparaître avec elle. Le protagoniste se transforme immédiatement et tente de la rattraper en activant son cercle turbo, mais il est stoppé par de puissants courants de vent. Contraint d'y aller à pied, il voit la princesse vouloir intervenir, mais Logi la retient de justesse, lui sauvant ainsi la vie. Il découvre alors que leurs assaillants sont des elfes, furieux de voir des humains pénétrer dans leur forêt. Logi, trop direct, leur annonce qu'il recherche un pouvoir étrange et leur conseille de se rendre immédiatement, ce qui pousse Teltina à lui demander d'être plus diplomate. L'elfe en chef sait déjà qu'ils sont venus pour Amen et, sans hésitation, lance une attaque. Ce geste met Logi hors de lui. Il dégaine son épée sacrée, fait voler plusieurs elfes et exige qu'on lui donne plus d'informations sur Amen. Une autre elfe intervient, furieuse qu'ils aient osé venir, affichant une haine évidente envers les humains. Logi se met immédiatement en position de défense devant la princesse, prêt à réagir. Cet elfe, nommé Rania, sort alors un artefact mystérieux qui par les lui confère un pouvoir étrange. Elle se transforme en une créature rappelant le pouvoir du protagoniste. Pendant ce temps, le protagoniste poursuit le ravisseur de Hydra, mais celui-ci est extrêmement rapide. À ce rythme, il risque de le perdre de vue. La mage propose alors d'utiliser une technique récemment développée, le transport Kizuna d'urgence. Grâce à cette invention combinée au métal de mana, le protagoniste parvient non seulement à rattraper l'ennemi, mais aussi à l'immobiliser immédiatement. Le ravisseur, abasourdi, jure que leur groupe ne mettra jamais la main sur la forêt ni sur le pouvoir d'Amen. Rania, de son côté, révèle que son corps est le réceptacle de Dieu, le gardien de la forêt du soleil. La princesse commence à penser que ce pouvoir est similaire à celui du protagoniste, mais Logi trouve cela incohérent, puisqu'ils étaient censés chercher une graine de mana. Rania s'offusque de cette comparaison, affirmant que son Amen sacré n'a rien à voir avec un pouvoir corrompu. Déterminée à les éliminer, elle leur annonce qu'elle a reçu ce pouvoir du guerrier venu d'un autre monde, celui-là même qui combattit aux côtés du héros d'il y a 1000 ans. Ce guerrier leur conféra une force divine pour protéger leur forêt. Cette révélation confirme que son pouvoir est bel et bien similaire à celui du protagoniste. Teltina tente alors de lui expliquer qu'il ne cherche pas à voler son pouvoir, mais seulement à rassembler les graines de mana. Rania, inflexible, leur reproche d'avoir osé pénétrer dans la forêt et les condamne à disparaître. Logi, intriguée, lui demande si elle possède un golem géant, mais elle ne comprend pas la question. Il en déduit qu'elle n'est pas aussi puissante que le protagoniste et utilise son épée pour tenter d'absorber son mana. Rania riposte en adoptant une nouvelle forme, inspirée d'un scarabée géant. Cette transformation leur rappelle étrangement celle de Red. Grâce à son nouveau pouvoir, elle crée une boule de feu qu'elle lance sur Logi et la princesse. Logi décide alors d'activer une autre forme de son épée sacrée, contrant ainsi l'alternative de l'ennemi. Le problème, c'est que maintenant qu'ils tentent de s'échapper, l'elfe active une autre forme pour les poursuivre. Et comme si cela ne suffisait pas, elle dispose aussi de missiles téléguidés. Logi active alors la troisième forme de son arme pour les faire exploser au loin. Mais bien sûr, l'ennemi finit par lui asséner un coup puissant et le renverser. Malgré cela, il n'a pas l'intention d'abandonner et promet à la princesse de vaincre son rival coûte que coûte. C'est pourquoi il active la sixième forme de son épée. Mais Rania ne compte pas rester en arrière. Tous deux veulent lancer une attaque décisive pour ne pas prolonger davantage le combat. Le protagoniste et son Kizuna empêchent le combat de continuer, car il estime qu'aucun des deux qu'en a de raisons suffisantes pour s'affronter. Logi se défend en disant que c'est l'elfe qui les a attaqués sans retenue dès le début, bien que Teltina lui rappelle que c'était aussi sa faute à lui pour son hostilité. Hydra demande de quel elfe il s'agit, alors Rania enlève son costume pour révéler sa véritable identité. À cet instant, la magicienne est surprise de constater que cet elfe porte un costume doté du même pouvoir que Red. Logi confirme que son pouvoir provient apparemment d'un autre monde et demande au protagoniste si elle est l'une de ses compagnons. L'elfe est choqué, car apparemment, une prophétie parle d'un légendaire guerrier rouge. Aussitôt, tout le monde s'incline devant lui, s'excusant pour leur mauvais comportement et acceptant même n'importe quelle punition qu'il pourrait leur infliger, du moment qu'il accepte d'être celui qui sauvera la forêt. Évidemment, le protagoniste ne comprend pas du tout ce qui se passe ici. Mais un peu plus tard, il lui montre Luxim, le village. C'est un lieu plein de vie, avec beaucoup d'activités et de monde. Les jeunes adorent l'endroit. Cette fois, Rania se présente correctement, elle est la future chef et la 7e héritière d'Amen. Logi, Teltina et les autres sont choqués d'avoir failli se battre contre une telle personne il y a quelques instants, alors qu'elle paraît maintenant si adorable. Consciente de cela, elle leur présente de nouveau ses excuses, expliquant qu'elle a toujours été réservée et qu'en situation de danger, elle met un masque pour paraître menaçante. Sans cela, elle n'aurait pas le courage de combattre. L'expression des filles en dit long. En entrant dans ce lieu, l'elfe souhaite leur parler du village et de la prophétie. Rapidement,
Ils aperçoivent une lumière, il s'agit littéralement de la copie de Red, entourée d'une inscription en ancien elfique, laissée par le prophète du groupe du héros. Il est écrit, lorsqu'un grand danger menacera la forêt, un guerrier rouge venu d'un autre monde apparaîtra pour éviter la catastrophe et ramener la paix. Red demande de quel danger il s'agit. L'elfe suppose qu'il s'agit du propriétaire de la graine de mana, un certain Azir, seigneur de la ville de Kukja. Teltina a entendu dire que cette ville s'est enrichie grâce à l'extraction de cristaux magiques. L'ancien seigneur est mort dans une révolte il y a plusieurs années, et depuis cet événement, son fils Azir a pris le contrôle de la ville grâce à sa magie redoutable, il transforme en sable tout ce qu'il touche et peut le manipuler. On raconte qu'il tente d'envahir la forêt, ce qui complique grandement la situation. La relation entre la ville et la forêt était autrefois bonne, malgré leurs différences, mais ce tyran a tout gâché. Rania a essayé de l'affronter, mais n'a réussi qu'à le ralentir temporairement. En plein désert, cet homme est bien trop puissant. Avant de partir, Azir a averti que s'il lui jurait allégeance, il leur laisserait la vie sauve. Mais s'il refusait, il détruirait la forêt jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ni personne. Les filles comprennent alors pourquoi les elfes étaient si méfiants à leur arrivée. Rania sait qu'elle n'a pas le droit de leur demander de l'aide, mais elle leur implore de coopérer avec eux pour stopper une menace aussi grande que le maître du sable. Red accepte immédiatement, affirmant que s'il y a des gens en détresse, il leur tendra la main sans hésiter. Teltina accepte aussi, ne pouvant tolérer que quelqu'un n'abuse du pouvoir de la graine de mana pour commettre autant d'atrocités. Loji est encore un peu amer à cause des coups qu'il a reçus, mais lui et tout le groupe acceptent également de collaborer. Le protagoniste demande à l'elfe qui était le prophète de la prophétie, et elle explique qu'il faisait partie du groupe du héros Amen Ier. Cependant, si quelqu'un peut en dire plus sur le grand héros, c'est la Grande Ancienne, une sage qui vit depuis cette époque. Le problème, c'est que la Grande Ancienne dort depuis plusieurs siècles, et son réveil pourrait prendre encore des décennies. Hydra demande à Red s'il est plus curieux du prophète ou d'Amen Ier. Il répond que chaque fois qu'il entend une prophétie, une personne bien précise lui vient en tête. Pendant ce temps, aux abords de la forêt, un groupe d'individus porteurs de graines de mana se prépare avec impatience. L'heure de la chasse aux elfes a sonné.